1964-2024, 60 ans que l'État du Sénégal essaie de réformer, organiser, gérer son système foncier. Et pourtant, les récents développements qui défraient la chronique, notamment la suspension provisoire des affaires domaniales et maritimes, pas maritimes, mais des affaires domaniales et foncières au niveau du littoral, nous indiquent qu'il y a énormément de soucis. D'autres éléments que nous pouvons également mettre sur la table, qui nous indiquent qu'il y a énormément de conflits fonciers au niveau du Sénégal, les événements de Ndingler, Bourkat, Yoff, Wakam, Ngor, et j'en passe. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-on libre de penser, effectivement, qu'au Sénégal, notre législation foncière comporte certes des forces, mais également des limites? Est-on dans une quadrature du cercle, ou va-t-on, avec les nouvelles autorités, vers une gestion plus vertueuse du foncier au Sénégal? Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau pour traiter de cette question épineuse deux éminents spécialistes et experts sur la question du foncier. Je veux dire par là M. Samba Sarr, juriste, inspecteur des impôts et domaines à la retraite et ancien conservateur de Rufisque. Bonjour M. Sarr. Bonjour M. Lo. J'ai également à ma droite M. Abdou Kamban Diédhiou, qui est le président de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal, un expert qu'on ne présente plus dans le secteur immobilier. Bonjour Abdou. Bonjour M. Lo. Merci beaucoup Abdou. Alors aujourd'hui, je pense qu'avec les deux éminents spécialistes que nous avons, chers téléspectateurs, nous allons traiter d'une question quand même qui est très intéressante, importante dans le secteur de l'économie du pays, qui est le foncier au Sénégal. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on aborde la question de façon holistique, qu'on aille d'abord dans l'historique de la législation sénégalaise jusqu'à nos jours aujourd'hui. On n'est pas sans savoir que l'État du Sénégal a eu à légiférer, en tout cas le législateur sénégalais a eu à organiser le secteur foncier à travers divers textes fonciers et domaniaux de 1964 à nos jours. On se rappelle de la loi de 1964 sur le domaine national. Il y a également d'autres textes, notamment la loi de 1976, si je ne m'abuse, sur le code du domaine de l'État. Il y a également d'autres textes comme le registre de la propriété foncière, privée, je dirais, le registre de la propriété privée en 2011. On a également le décret 2010-439, voilà, qui fixe le barème des prix des terrains nus et des terrains bâtis en matière de loyer. Et récemment, nous avons vu effectivement qu'il y a, malgré toute cette organisation-là, effectivement des conflits qui sont constatés un peu partout dans le pays. Alors, M. Sarr, vous, en tant que juriste, vous avez eu effectivement à vivre énormément effectivement, d'événements ces dernières années relatifs à la législation foncière. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce problème que nous avons constaté dans la gestion du foncier au Sénégal, jusqu'à ce que les autorités suspendent de façon provisoire les affaires domaniales et foncières sur le littoral? Merci, M. Lo, pour l'honneur que vous faites à mon cabinet d'intervenir dans ce genre d'émission qui permet de vulgariser un peu les textes de loi et de règlement sur le foncier. Ça intéresse tout le monde et malheureusement, beaucoup de gens ignorent le contenu. Moi, quand je fais l'historique du foncier, je vais plus loin que vous. Parce que la législation, l'administration, la gestion du foncier ne démarre pas avec l'indépendance 1900. Il faut aller au-delà. Absolument. Donc je pense qu'il faut partir de la période précoloniale. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait quand le colonisateur n'était pas là? La période qui précède la colonisation. À l'époque, on n'était pas très nombreux et on avait une forme de gestion disons coutumière, oui. Coutumière de la terre. À l'époque, la terre n'était pas un bien marchand. C'est quelque chose qui appartenait à toute la collectivité. D'ailleurs, cette période, il n'y avait pas d'appropriation individuelle.
c'est la terre qui appartient à toute la communauté. Et c'était géré suivant un mode de gestion coutumière. Il n'y avait pas de problème. Le colon est intervenu. Quand le colon est intervenu, ils ne pouvaient pas s'accommoder d'une gestion coutumière compte tenu de leur culture, de leur tradition. C'est ça. Ils ont introduit une gestion moderne. À partir de ce moment, il y a coexistence entre la gestion coutumière et la gestion moderne. Les titres fonciers, les terres du code civil. Et le colonisateur, en 1955, a reconnu le droit coutumier sur les terres. D'accord. Il y a un décret de 1955 où le colonisateur dit expressément la gestion coutumière est reconnue. Très bien. Les problèmes ont commencé après l'indépendance. D'accord. Avec l'avènement de la loi 64-46, le code du domaine national. National, oui. Le droit qui était reconnu par le colon, la gestion coutumière, a été anéanti par la loi sur le domaine national. D'accord. C'est véritablement le début d'une crise. Je le situe là-bas. D'accord. Je situe le début de nos problèmes à partir de là-bas. Alors, vous voyez, quand vous entendez les gens dans le conflit, ils le disent avec beaucoup de certitude, d'assurance. Ça, c'est les terres de mon grand-père. De mon grand-père, oui, c'est vrai. Effectivement. Vous voyez, c'est très récurrent d'ailleurs. Ils le disent avec certitude. Ça veut dire qu'eux, ils se fondent encore sur le droit coutumier qui régentait la gestion des terres pour se prévaloir d'un droit. Et c'est un droit coutumier que le colon avait reconnu. Tout à fait. Alors, la loi sur le domaine national, l'État s'est créé, sans le dire, une réserve foncière. Ça veut dire, parce que jusqu'en 66, à partir de 66, aucune personne, sauf l'État, n'avait le pouvoir de demander l'immatriculation d'une terre. L'État seul a la possibilité d'immatriculer une terre. Or, si vous immatriculez, vous devenez propriétaire. C'est ça. C'est en ce moment, après, avec la loi de 1976, qu'on a sorti le code du domaine de l'État, les baux, concessions de droits et tout ça. Alors, aujourd'hui, la coexistence entre le droit coutumier et le droit moderne, malheureusement, qui n'a pas été très bien vulgarisé, parce que tous les textes sont en français. C'est pourquoi je vous disais à l'entame, moi je suis un peu... Oui, c'est vrai. Dessus, on est réduit, parce que ça, c'est le texte qui nous appartient. Il faudra qu'on fasse une Wolof, effectivement. Nos textes. Alors, c'est la rupture est intervenue à partir de ce moment. D'accord. Parce que les gens, à bon droit, estiment que ça, c'est la terre de leurs ancêtres. De leurs ancêtres, oui. Mais malheureusement, la loi 64-46 en a décidé autrement. Très bien. Donc la loi 64-46, au jour d'aujourd'hui, disons qu'elle est obsolète. Pouvons-nous dire qu'elle est obsolète, à tel point qu'elle a créé cette crise-là jusqu'à nos jours? Moi, je ne dis pas obsolète, elle est inadaptée. Parce qu'elle s'applique toujours. D'accord. Elle s'applique jusqu'au moment où nous parlons. D'accord. Donc, mais à mon avis, elle mérite un toilettage. Un toilettage. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, doyen Sarr, sur cette petite historique, justement, qui nous explique un peu le début de cette crise-là que nous vivons jusqu'à nos jours. Donc, Abdoul, j'aimerais bien justement avoir ton avis par rapport à la situation actuelle que nous vivons. C'est vrai que Doyen Sarr a fait une brève historique, justement, sur la gestion foncière, en tout cas la législation foncière à nos jours. Et toi, à ton niveau, à quel moment tu penses, dans ces dernières années, qu'on a véritablement vu un marché qui commence à devenir opaque, des transactions qui, justement, commencent à s'effectuer de façon douteuse, à tel point que ça a créé ces situations où les autorités, effectivement, ont suspendu les affaires domaniales et foncières, notamment sur le littoral et d'autres zones au niveau du Sénégal. Okay. Donc, moi, par rapport à ça, je vais rejoindre un peu ce que doyen M. Sarr a dit. C'est que aujourd'hui, si vous voulez mettre de côté le droit coutumier pour nous imposer le droit moderne, qui est le droit du colon, déjà, ça crée déjà un rapport conflictuel. Par rapport à la perception déjà de l'appartenance au foncier. Voilà. Et la plupart, je pense que le président Senghor, en le faisant, il voulait juste,
essayer de créer une certaine équité. C'est ça. En concentrant tout le foncier au niveau des mains de qui. Mais il y a beaucoup de populations qui se sont senties un peu lésées par rapport à ça. Voilà. Maintenant, Abdoulaye Wade a essayé de rectifier le tir. Donc, dans les années 2004, en faisant la décentralisation. En maintenant, aujourd'hui, au lieu de céder que l'État central puisse contrôler toutes les terres, il a donné la possibilité aux communautés rurales d'essayer de gérer localement ces fonciers-là. Et moi, je pense que c'est à partir de cette date-là que tout a été remis en cause. À partir des années 2000, vous voulez dire 2004. 2004. Oui. Parce que moi, je vois du moment que les collectivités locales ont commencé à gérer les terres, les mairies ont commencé à donner eux-mêmes les terres, c'est en ce moment que tout a eu à chambouler. D'accord. Donc, bien vrai qu'on a essayé de revenir à l'orthodoxie qui était que les terres doivent être gérées par les communautés. C'est ça. Comme ce qui était fait. Oui. Mais cette gestion par les communautés est responsable de ce que nous voyons aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire aujourd'hui, on voit un dérèglement de la gestion des affaires foncières au Sénégal. Ce qui veut dire que l'État, disons, a fermé les yeux durant cette période-là, à nos jours, dans cette gestion justement des collectivités locales, comme vous dites. Oui, l'État a fermé les yeux, mais moi, comme je t'ai toujours dit, peut-être je ne vais pas aller avec des gants, comme on dit. Tout ce qui résulte de la crise foncière au Sénégal est né de l'État du Sénégal, de Senghor. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est l'État du Sénégal qui a créé toute cette crise-là. D'accord. Voilà. Senghor, il a fait approprier toutes les terres. Oui. Abdoulaye Wade, il est venu, il a essayé, lui, par sa manière, de rétrocéder les terres aux communautés rurales, sans contrôle, mais le but réel était d'enrichir une classe politique. Ah oui. Voilà. C'est de là qu'a démarré tous nos problèmes que nous vivons actuellement. D'accord. Oui. C'est intéressant. Abdoul nous clarifie justement donc, cette situation-là, en nous expliquant effectivement que cette crise s'est davantage creusée, disons, au début des années 2000, jusqu'à nos jours, et notamment par la gestion des collectivités locales, la gestion foncière, donc, qui a été effectuée par les collectivités locales. Et si vous voulez, peut-être un certain délaissement de la part des autorités sur cette gestion-là qui devait être, disons, qui est déjà normée, qui est déjà légiférée, mais malheureusement, voilà, qui n'a pas été appliquée selon des méthodes, disons, orthodoxes, quoi. Voilà, moi, j'aimerais bien effectivement qu'on essaie de voir quelles ont été les initiatives, M. Doyen Sarr, de l'État du Sénégal pour essayer, durant ces dernières années-là, de réglementer en fait le foncier. Bon, je veux juste faire une petite historique, elle n'est pas exhaustive, mais je pense que ça va brosser un peu les initiatives que l'État du Sénégal a eu à entreprendre justement pour essayer de réguler la gestion du foncier. On se rappelle encore, peut-être que pour les jeunes qui nous suivent, ça fait un bon moment, mais on sait que déjà, à partir des années 2000, Abdoul, en 2005, j'avais noté, moi je me rappelle encore très bien, que le ministère de l'Agriculture d'alors avait mis en place en fait un groupe thématique réforme foncière. Ça, c'était en 2005. Voilà. Ensuite, la présidence avait mis en place une commission nationale de réforme du droit de la terre. C'était toujours en 2005. 4 ans après, la DGID avait mis en place en fait une commission ad hoc pour réformer la loi sur le domaine national. Ça aussi, en fait, on peut également le noter en termes, si vous voulez, d'initiative qui a été prise par l'État du Sénégal dans le cadre justement de la régulation et de l'organisation de ce foncier-là. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en 2012, effectivement, il y avait la Commission nationale de la réforme foncière qui a été instituée par décret. Et je voulais juste, en fait, qu'on revienne un peu sur les objectifs de cette commission nationale-là, parce qu'elle était très, très importante. Il y avait 4 objectifs principaux, si on s'en rappelle très bien. La première, c'était de conduire toutes les études et recherches relatives à l'occupation du domaine de l'État et du domaine national. Le deuxième point, c'était d'analyser les textes législatifs et réglementaires en vigueur et faire des propositions de modification. La troisième, c'était d'identifier les contraintes et mettre en place un cadre juridique et institutionnel qui offre des garanties aux investisseurs, notamment agricoles, et assurant la sécurité et la paix sociale en vue d'une gestion rationnelle du domaine de l'État et du domaine national. La quatrième et dernière mission qui a été confiée à cette commission nationale de réforme foncière, c'était justement de proposer, comme aujourd'hui, des solutions,
durable aux conflits sociaux résultant de la gestion du foncier. Alors, si on s'arrête justement à ces différentes initiatives, doyen Sarr, que l'État du Sénégal a eu à entreprendre pour essayer de réguler à certains moments de la vie économique du pays, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ça veut dire que toutes ces commissions-là qui ont eu à faire ce travail pendant plusieurs années n'ont pas réussi, ou bien que les propositions et les recommandations stratégiques qui ont été formulées n'ont pas été peut-être adaptées à l'époque? Personnellement, je n'ai pas participé aux travaux de la commission, comme à l'instar de mon doyen Allah. Mais ce que je sais, les conclusions sont dans les tiroirs. Les conclusions sont dans les tiroirs. D'accord. Les conclusions. Il y avait d'abord Doudou Ndoye, ensuite Moustapha Soura. Mais les conclusions sont dans les tiroirs. Alors là, c'est donc un problème de volonté politique qui se pose. Voilà. Mais je crois que la commission a regroupé tellement d'experts que leurs conclusions certainement aideraient à résoudre les nombreux problèmes que nous connaissons si les conclusions étaient appliquées. Je ne connais pas le détail, et je sais que si les conclusions étaient appliquées, on ne serait pas là aujourd'hui. Effectivement. Alors, Abdoul, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs commissions ces dernières années. La dernière en date, c'est celle qui a été instituée par la primature. Et c'est la commission ad hoc qui est chargée du contrôle et de la vérification des titres d'occupation sur le domaine public maritime. Très bien. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup, effectivement, d'acteurs qui sont membres de cette commission-là, notamment des membres d'institutions, l'Assemblée nationale. On a également des représentants du Conseil économique, social, environnemental. Il y a le gouvernorat également de Dakar, les ministères qui gèrent justement la question du foncier, notamment l'urbanisme, les finances, l'environnement. Il y a également la justice. Pourquoi? Parce que effectivement, les experts immobiliers agréés sont des auxiliaires de justice, d'accord, entre autres acteurs. Il y a également d'autres corporations comme les avocats, les architectes, etc., etc. Alors, est-ce que vous, en tant que professionnel et président de la Fédération des agents courtiers immobiliers du Sénégal, ces dernières années, avez-vous été associé à l'une des réformes, quelle qu'elle soit? Et est-ce que vous avez également été associé à cette commission-là qui est chargée justement de vérifier les différents titres de propriété sur le littoral? Nous, par rapport à ça, c'est déjà une chose qu'on déplore, parce qu'on a vu comme vous et comme tout le monde la tenue de cette commission. Et on s'est dit que normalement, en tant qu'agent immobilier, nous sommes normalement un maillon très important de la chaîne immobilière au Sénégal. On devait être consulté. Parce qu'en termes de transactions, nous sommes les acteurs majeurs. Donc vous n'avez pas été convié? On n'a pas été convié ni consulté par rapport à ça. Donc c'est une chose que nous déplorons. Mais avec le gouvernement d'antan, à toutes les différentes rencontres qui touchaient l'immobilier, impérativement, la Fédération d'agences immobilières et de courtiers immobiliers ont toujours pris part. Nous avons même accompagné aujourd'hui par rapport à nos propositions la toute dernière loi de 2021 voilà, concernant pour la baisse des loyers, parce qu'on a eu 2 ou 3 de nos propositions qui ont été retenues, telles que l'échelonnage de la commission de la caution et aussi la réduction de la commission d'agence qui est passée. Ça, c'est des propositions que la FACIS avait eu à faire par rapport à cette loi-là. D'accord. Donc, nous, ce qu'on demande au gouvernement entrant qui vient d'arriver, c'est que la voix des agents immobiliers compte. Voilà, parce que nous sommes le fer de lance de cette, absolument. Voilà, de ce secteur-là. Absolument, absolument. Et justement, doyen, je rebondis sur ce que vous avez dit tantôt, qui est les différentes recommandations et rapports qui sont dans les tiroirs. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est un signal de l'État ou bien des autorités qui peut-être veulent nous faire comprendre effectivement que peut-être ce sont des choses qui n'arrangent pas certains enjeux ou bien certains intérêts? Comment lisez-vous en fait cette situation-là? Bon, ce serait prétentieux de ma part d'être dans la tête des pouvoirs publics. Pourquoi ils ne l'ont pas appliqué? Ça, j'ignore. Alors, moi, je reviens à la commission ad hoc, instituée récemment. C'est déjà une bonne chose. Bon, c'est évidemment, les gens ils vont avec passion, puis politique.
Mais ils oublient quelque chose. La Constitution, en son article 25, premièrement, au troisième alinéa, dit l'État et les collectivités territoriales ont l'obligation de préserver le patrimoine foncier du Sénégal. C'est ça. La Constitution le dit, vous avez l'obligation de préserver le patrimoine. Si donc de nouvelles autorités arrivent, estiment que dans telle zone, il y a des entraves à la préservation, s'ils estiment qu'il faut prendre un arrêté de suspension pour quelques mois, ils ont le droit de le faire. Mais moi, j'aurais souhaité une commission plus ambitieuse. D'accord. C'est comme un corps malade, quelqu'un qui a mal à la tête, aux yeux. Eux, ils viennent, ils disent, bon, on va soigner l'oreille. Mais à l'intérieur du Sénégal, il y a des problèmes. En lieu et place d'une commission ad hoc, il faut créer une commission nationale. D'accord, oui. Avec les expertises qui recensent tous les problèmes fonciers pendants ou qui surgissent. Les commissions se prononcent et font des propositions à l'État. Peut-être ça pourrait empêcher. À l'exception maintenant de ceux qui sont en cours de procédure judiciaire. Moi, je pense qu'on aurait dû créer une commission nationale sur les litiges et problèmes fonciers au Sénégal avec une antenne dans chaque région. Absolument. Oui. À chaque fois que quelqu'un a un problème, au lieu d'aller devant la justice, il s'adresse à la commission. Au bout du compte, on pourra avoir un échantillon des crises potentielles à venir et certainement avoir les solutions à portée de main. Absolument. Moi, je dis, bon, c'est très bien, mais tout le corps est malade, vous êtes en train de soigner les yeux seulement et vous laissez les autres. Effectivement. Donc, Abdoul, à la lumière de ce que doyen Sarr vient juste de dire, ne penses-tu pas effectivement, dans la même veine, que cette commission-là, elle devait être peut-être un peu plus inclusive ou bien plus exhaustive comme il le suggère? Non, là, je rejoins carrément ce que doyen vient de dire, parce qu'aujourd'hui, le seul fait de régler le problème du littoral ne règle pas le problème de l'immobilier au Sénégal. Les problèmes sont beaucoup plus profonds. Voilà, quand vous voyez les populations de Ban qui pleurent. Est-ce que ce n'est pas peut-être le littoral là où il y a les plus gros investissements ou bien c'est relatif? On peut dire que c'est le littoral le plus gros investissement et c'est le plus visible par rapport au Sénégal. Quand tu arrives ici, déjà, si on, par exemple, veut toucher peut-être la pointe de l'iceberg, là, il n'y a pas de souci. Pour montrer une volonté politique de pouvoir régler les problèmes fonciers au Sénégal. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils fassent comme les autres. À chaque fois quand un gouvernement arrive, essaie d'agiter un peu le problème du foncier, voilà, parce que c'est l'un des problèmes les plus sensibles. Si on se rappelait que Macky Sall avait dit, autre temps, qu'aujourd'hui, la prochaine bombe qui risque de faire éclater le Sénégal, ou de mettre le Sénégal en guerre, c'est le foncier. Le foncier, oui. Donc, ce qui veut dire que c'est un problème qui est sérieux, qu'il faut prendre à bras le corps. Et ça doit être de manière inclusive. Tous les différents acteurs qui sont mêlés de loin ou de près à cette crise immobilière-là doivent s'asseoir, discuter et trouver des solutions. Mais si je reviens par rapport même aux anciennes commissions, toutes les commissions ont eu à apporter des pistes de solutions. Des pistes de solutions. Mais des pistes de solutions qui ont été rangées dans des tiroirs. Est-ce que cette nouvelle commission qu'ils ont mis en place, en écartant certains aspects clés, en écartant différentes régions ou différentes, comment dirais-je, personnes intéressées, pourra produire les fruits escomptés? Donc, il faut qu'on remette ça en cause. La manière de faire, elle est un peu bancale. Ah, d'accord. Voilà, il faut être beaucoup plus poussé et beaucoup plus inclusif quand on propose des pistes de solutions ou des rencontres pour pouvoir trouver des solutions. Mais pourquoi ces rapports-là ont été rangés dans les tiroirs, d'après toi, Abdoul? Est-ce que peut-être qu'il y avait des intérêts qui étaient touchés? Est-ce qu'il y a des non-dits dans le foncier qui, aujourd'hui, ont créé cette situation-là, à tel point que peut-être les autorités d'antan n'avaient pas eu à appliquer toutes ces recommandations de plusieurs commissions d'ailleurs? Aujourd'hui, penses-tu que ce sera un bis repetita ou bien on va vers une gestion peut-être un peu plus vertueuse avec cette nouvelle commission? Pour moi, ça doit être du courage politique. Sinon, on repart dans les mêmes scénarios qu'on avait eu avant.
Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, ceux qui ont investi sur le littoral, ce sont des investissements qui sont vraiment importants. Absolument. Des investissements à coût de milliards. Il y a des banques qui ont suivi derrière. Et ces banques-là, elles font partie de certaines multinationales, de certains conglomérats. Et la plupart ont eu des intérêts étrangers derrière. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement aura, comme on dit, le courage de pouvoir remettre tout ça en cause pour sauver son littoral, comme ce que le roi Mohamed V a eu à faire pour sauver le littoral de Casa. Donc, là, moi, j'aimerais bien que le gouvernement puisse prendre les décisions idoines et y croire jusqu'au bout pour y aller. Mais ça ne résout pas, comme ce que l'on a dit, ça ne résout pas entièrement le problème de l'immobilier au Sénégal. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors moi j'avais juste une question justement dans cette même veine-là, toujours Abdoul. C'est difficile de régler la question du foncier. On crée effectivement des commissions, c'est dans une bonne direction, hein. On sait que c'est de bonnes intentions pour essayer de gérer et de réguler aussi ce foncier-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette commission-là pourra produire des résultats qui seraient satisfaisants? Parce qu'il me semble que c'est pour 2 mois. 2 mois pour vérifier les différents titres de propriété sur le littoral. Pensez-vous que déjà, c'est assez de temps? 2 mois, c'est à peu près 8 semaines. D'accord? Et quels pourraient être aussi les impacts? Parce que les promoteurs qui sont sur le littoral, qui sont en train de construire, effectivement, ils ont mobilisé des ressources financières. Ils ont mobilisé également des ressources humaines. Quel pourrait être l'impact de cette suspension-là des différents travaux en fait, sur ce littoral? Bon, l'impact sera considérable parce qu'aujourd'hui, toutes les constructions que vous sur la corniche contribuent de manière positive à l'économie du Sénégal. Voilà, parce qu'on dit quand l'immobilier va, tout va. Voilà, donc ça a un impact, mais c'est le mal nécessaire. C'est le mal nécessaire. Parce que je préfère au bien qu'on se fasse mal pour une période à court terme de 3 à 4 ans et qu'on reprenne après ces 3 à 4 ans, l'immobilier au Sénégal puisse reprendre son chemin de manière vertigineuse pour des horizons meilleurs. Voilà, moi je le préfère. Effectivement. Donc, par rapport à ça. Effectivement. Alors, doyen Sarr, toujours sur la question de la gestion foncière hein, et surtout notamment les conflits fonciers. On voit de plus en plus de conflits tous les jours hein, lorsqu'on ouvre en fait, notre revue de presse. Soit c'est un homme d'affaires voilà, qui a été pris en flagrant délit, ou bien ce sont des accaparements de terre, ou bien effectivement des transactions immobilières qui sont douteuses. Quelle est la solution aujourd'hui, surtout pour des localités comme Nengler, Bourkap, voilà, Ngor, Wakam, Yoff, aujourd'hui jusqu'à présent, hein, qui réclament des terres, comme vous l'avez dit tantôt, qui relèvent même du rôle coutumier, parfois. Mais comment justement solutionner tous ces conflits-là, en fait, aujourd'hui au Sénégal? Bon, en l'espèce, bon, je ne pense pas qu'il y ait une baguette magique pour régler tout ça. À chaque fois que des problèmes se posent, il faut réfléchir, faire preuve de vigilance pour chercher des solutions. Alors, le problème sur le foncier, moi j'ai identifié plusieurs facteurs. Je ne dis pas des causes, mais des facteurs. D'abord, il y a une imprécision dans les textes. Dans les textes. Quelquefois, entre 2 villages, vous ne savez pas où est la délimitation. Oui, ça c'est assez courant. Ça, c'est un problème. La commune de Kermassar commence où et s'arrête où par rapport à Rufisque. Quelquefois, il y a des problèmes. Et ça, vous en rencontrez un peu partout. Deuxième chose, il y a une multitude d'acteurs. Tout le monde fait du foncier. Tout le monde. Les courtiers, les mandataires, les etc. Sans vraiment avoir des connaissances solides sur le foncier. Formation, oui. Et je dis toujours à mes jeunes collègues des domaines qu'il y a un indicateur qui montre qu'il y a trop de laisser-aller dans le foncier. Les jours de réception, dans les bureaux de l'administration fiscale, le service des domaines est rempli de monde. Et pourtant, il y a les autres services fiscalité,
etc., recouvrant, etc. Vous ne verrez pas là-bas des foules. Parce que eux, ils sont organisés. C'est un expert qui vient avec dans son sac 10 dossiers qui traite avec les professionnels et s'en va. Mais ici, chacun vient avec. Chacun vient pour son propre cas. Alors, cette intervention désordonnée ne facilite pas le travail pour ceux qui gèrent le foncier. Troisième chose, les lois. La loi est faite pour des gens qui ne comprennent pas le français. Oui. Je prends le cas, quand on fait l'immatriculation d'un terrain, Oui. on fait un avis de publicité. C'est ça. L'enquête de commodo et incommodo. Mais les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est fait en français, c'est affiché à la préfecture, aux impôts, mais les gens ne savent pas. C'est après l'immatriculation que les gens apprennent qu'ici, maintenant, c'est titré. Ça veut dire que la cible n'est pas atteinte. Il faut vulgariser les textes, les diffuser en Wolof, chercher des moyens de... Il ne faut pas, par exemple, pour le cas de l'immatriculation, s'arrêter seulement à faire une affichage ou bien à publier au journal officiel. Deuxièmement, il y a l'immixtion des politiques. Il faut le dire. La politique, et ça, c'est à partir de 2000. Quand Abdoulaye Wade disait, j'ai créé des riches. Oui. Ça veut dire la politique de plein pied est entrée. Résultat, ça a donné plus de valeur aux terres. Et à partir de ce moment, la terre devient un enjeu économique. C'est ce qui explique les guerres et tout ça. Effectivement. Même les villageois maintenant savent que la terre a une valeur, ils ne laissent pas les gens venir. Vous voyez, quand par exemple, il y a eu des problèmes à Ndengler, à qui, est-ce qu'on avait fait une enquête de commune? Est-ce qu'il y a eu une délibération portée à la connaissance des villageois? Ça veut dire, ça montre donc les limites dans l'application du domaine national. C'est ça. Alors moi je dis, la solution, à mon avis, il faut titrer tout le territoire du Sénégal. Tout. Est-ce que c'est matériellement possible? Oui. Il suffit juste d'enlever les zones déjà immatriculées avec un titre. Oui. Tout le reste, vous le donnez. Par exemple, si vous allez dans le département de Mbour jusqu'à tel, c'est le même titre foncier. Et à chaque fois que quelqu'un vient sur un titre foncier, la procédure est très rapide. On va lui faire un bail. Alors, une fois maintenant qu'on aura titré, comme on dit, qui trop est très mal embrasse. L'État ne peut pas gérer tout le foncier. Oui. Il faut qu'il se dessaisisse. Et c'est là où je parle d'un domaine privé communal. Aujourd'hui, il y a la communalisation intégrale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de communes, tout est commune. Alors moi, je dis, l'État, ce qu'il devrait faire, titrer toutes les assiettes. D'accord. À chaque commune, on va leur octroyer un domaine privé communal. D'accord. Pour l'habitation. Les grands travaux, les grands aménagements, l'État va s'occuper de ça. Les hôtels, les industries à implanter, les grandes usines. C'est ça que l'État doit gérer. Au lieu de gérer un bail à usage d'habitation sur 150 mètres carrés. Ça, je le laisse aux communes. Très bien. Ce qui leur ferait une source de recettes. Parce que la commune, en ce moment, va délivrer elle-même des baux sur son territoire communal, ce qui pourrait même permettre à l'État de ne plus faire de certaines subventions. Il dit, vous avez une assiette, mettez-la à profit. Et maintenant, quand il s'agit maintenant d'implantation industrielle, de grands espaces commerciaux, les industries, les réceptacles touristiques, c'est ça que l'État doit prendre en charge et avoir la gestion sous forme de bail. Effectivement. Moi, en ce moment, à partir de ce moment, l'État aurait moins de choses à gérer. Et les communes également auraient quelque chose à gérer au mieux de leurs intérêts. Effectivement. Moi, je pense que ça pourrait être une solution. C'est très pertinent d'ailleurs. Je pense que ça pourrait même être une recommandation de la commission adoptée. Alors, Abdoul,
Alors, doyen, ça, je reviens vers vous. Je vais rebondir sur Oui, ce oui, que je veux oui, dire là. oui, allez-y. Donc, pour rebondir sur ça, moi, je me dis déjà, la première chose à faire dans l'analyse pour les problèmes, le conflit, comment dirais-je, foncier, Ouais. il faut d'abord trouver les causes. D'où viennent ces problèmes? C'est ça. Pour moi, je vois que deux sources potentielles. La première source potentielle, c'est le non-respect des textes. Par qui exactement? Déjà, par l'État du Sénégal. Le non-respect des textes par l'État du Sénégal. Je ne peux pas concevoir dans un pays où les délibérations sont mises sur le marché. En vente, oui. Je ne peux pas concevoir dans un pays où le contrat de bail, c'est un contrat de location, est considéré à même titre qu'un titre foncier et que les baux sont vendus au Sénégal. Et tout ça, c'est corrélé, entretenu par l'État du Sénégal. Donc, voici les premières causes. Du moment qu'aujourd'hui, on prend des terres qui ont une valeur symbolique pour les donner une valeur matérielle ou une valeur financière, aujourd'hui, comme ce qu'il a dit, même dans le village le plus reculé du Sénégal, les gens sauront que là où ils sont assis, cette terre-là est un bien valeureux. Ouais. Et chacun va essayer de faire, personnellement, comment mettre en place des stratégies pour pouvoir s'accaparer cette terre-là. Donc, en premier, le vrai problème qui se pose au Sénégal, c'est le non-respect des textes, lois et réglementations par rapport aux fonciers, ce qui existe. Et s'il n'y a pas aussi une inégalité sociale dans la répartition, en tout cas, des terres? Je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez aller effectivement dans des zones rurales où un investisseur comme Amelo, XYZ, va s'accaparer peut-être 10 000 hectares, 20 000 hectares, jusqu'à 100 000 hectares, je dis n'importe quoi, au détriment peut-être des populations locales qui n'ont peut-être presque pas de foncier. Comment on peut s'expliquer en fait cette situation-là? Non, cette situation s'explique parce que ce que je vous avais dit auparavant. Aujourd'hui, normalement, si on suit les textes et législations et le mode d'acquisition de la terre, si on doit faire des enquêtes incommodo, impliquer les populations, les délibérations doivent se faire dans les règles de l'art, non pas sur le dos du citoyen. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas quitter pour venir prendre dans une collectivité communautaire des hectares. C'est ça. Les textes du Sénégal nous disent aujourd'hui, une personne qui doit avoir une délibération doit appartenir à la communauté. Je suis de Thiès, je suis de Dinguilaire. On n'a pas le droit d'octroyer à Babacar Gom, qui est un gars qui vient d'ailleurs, les terres de Dinguilaire, selon les textes. Mais pourquoi on ne l'a pas suivi? Quel est l'accord avec les populations de Dinguilaire, même si c'est un investisseur qui ont donné leur accord ou qui ont cédé ou qui sont d'accord par rapport à que Babacar Gom puisse installer ces terres-là. Ça, on peut comprendre sur le volet économique. C'est qu'il va comment dirais-je, faire des investissements qui vont avoir des retombées sur les populations. Mais les populations ont le mot à dire. La délibération, avant même de délibérer, aujourd'hui, il y a un processus qui doit se faire au niveau communal pour avoir la voix des populations. Mais ce n'est pas respecté. C'est fait entre moi, je suis maire, j'ai 2-3 conseillers, on voit comment bidouiller les textes et faire céder. Donc ça, c'est le premier problème, le non-respect des lois. Et aujourd'hui, si vous demandez en fond en comble à M. Babacar Ngom, ces terres ne l'ont pas été cédées gratuitement. Il a acheté ces terres. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui au Sénégal vendre une délibération? C'est là où le bas blesse. Il y a un laisser-aller. Oui. Moi, je me dis, avec la volonté et le courage politique du nouveau gouvernement, c'est ça. Ils ont commencé par faire le gel des baux. Ils doivent geler totalement toutes les transactions sur la délibération et veiller à ce que ce soit interdit. Mais est-ce que c'est possible, ça, Abdoul? C'est possible. Le fait de geler, en fait, toutes ces opérations de délibération. Y a-t-il un moyen, en fait, Non, un gel, il est momentané. D'accord. On vous dit un gel, c'est dans une période. Plusieurs pays l'ont fait.
pour résoudre la question du foncier. Parce qu'aujourd'hui, on part de manière galopante vers plusieurs conflits. Mais ce qui est important, il faut d'abord geler. On gèle, ça ne va pas empêcher aux gens d'avoir l'usage de la terre. Qu'on mette en suspens toutes les délibérations, c'est ça que tu veux dire? Oui, toutes les délibérations doivent être mises en suspens. Le temps maintenant, comme ce qu'on avait fait avec la commission, de voir exactement ce qu'il y en est. D'accord. Parce que M. Lo, aujourd'hui, c'est une pratique qui est légale. Tout le monde va acheter à Yen, à Djamnyadjo, à Sali, à Guéhor, partout. Mais ce n'est pas normal. Moi, je suis Casamassé. Mon village, normalement, c'est dans le Bignona. Moi, ma communauté rurale, c'est Balingor. Si je me fais octroyer une délibération, je vais à Balingor. C'est ça. Je vis ici à Ouessoir depuis des années. Je suis habitant de Ouessoir. Je suis tout de Ouessoir. Je veux me faire octroyer un permis d'occuper de la mairie. C'est à Yoff que je me rends. Parce que je suis un habitant de Ouessoir. C'est ça. Et de surcroît encore, qu'est-ce qu'on voit? Si on se focalisait simplement sur les Sénégalais qui vont de contrée en contrée pour aller s'accaparer les terres des autres personnes, on pourrait se dire oui, il n'y a pas. Mais ce qui est plus pire, ce sont les étrangers. Savez-vous qu'il y a des grandes compagnies étrangères, j'avais fait même un post il y a 2 ou 3 ans là-dessus, qui ont accaparé plus de 600 000 hectares. 600 000 hectares. 600 000 hectares des terres sénégalaises sont entre les mains de firmes et de sociétés étrangères. Sur quoi des hectares en délibération. C'est choquant, hein? 600 000 hectares. Donc imaginez aujourd'hui. Donc si on ne respecte pas ces textes et réglementations, ce gouvernement ici n'a pas le courage politique de le faire. Mais Abdoul, tout est voué à l'échec. D'accord, mais peut-être que ces 600 000 hectares-là ont peut-être été octroyés légalement, a priori. Comment ça n'a pas été octroyé légalement. Tout ce qui est dans le foncier, rien n'a été octroyé légalement. On ne peut pas aujourd'hui prendre 6 000 hectares en délibération, comme il a dit. On sait que 90% des terres du Sénégal ne sont pas immatriculées. Oui, effectivement. On ne peut pas les prendre pour les remettre à un étranger. Parce qu'il faut les déclassifier, les mettre dans le domaine privé de l'État. Et de demander pour la même si tu as octroyé, tu dois avoir l'autorisation ou le vote de l'Assemblée nationale pour pouvoir octroyer à quelqu'un d'autre, même à un Sénégalais. Sans pour autant dire même à un, comment dirais-je, étranger. Moi aussi, j'étais le président Bassirou Diomaye Faye. De facto, toutes les personnes qui ont acquis des délibérations ou des baux dans nos contrées, on devait même les annuler. Parce que c'est illégal. C'est la même chose que le président Sonko a tenté de réfléchir sur le domaine privé de l'État qui a été cédé ici. On a vu à beaucoup d'investisseurs étrangers. C'est en soi-disant dans un partenariat public-privé entre l'État du Sénégal pour y faire des immeubles. Sous quelle base? C'est interdit par la loi. Tout à fait. Donc le gros problème du foncier du Sénégal, c'est le respect des lois. Des lois. On te dit oui, l'Issama Souf Mamla, oui, c'est bien vrai et tout ça. Et certains brandissent même des papiers. Oui, mais le Tossouf Mam, on t'a donné une délibération de 2 ans que tu dois valoriser. Tu n'as pas valorisé au bout de 2 ans. Ce n'est que tout ça sauf Mam. Il faut le valoriser, effectivement. Une délibération se valorise. J'ai un bail qui a combien d'années? Qui a 10 ans. Tu ne payes pas des redevances. Tu viens de que l'Issama Souf Mam là. C'est compliqué. Un bail au bout de 2 ans sans redevance, vous perdez ce bail. Vous n'êtes que ce titre foncier, c'est ton titre foncier à toi, on peut comprendre. Donc imaginez tout ça. Donc tous ces textes et lois et réglementations ne sont pas du tout respectés. Combien d'étrangers viennent au Sénégal et s'approprient la terre sénégalaise en achetant des baux? Combien de Sénégalais, pour accéder à la propriété, vont acheter des baux avec la complicité des notaires? Ah non. La complicité des gens des impôts et domaines. Non, je vous dis la vérité. Les notaires, peut-être, ils font leur travail, certes. Le notaire aujourd'hui, je reviens pour ça. Pour le notaire aujourd'hui, concernant le bail, le bail est une cession que l'État fait
à un usager ou à une entité, une personne morale, qui doit lui payer une redevance qui veut dire un loyer. Et ce loyer-là, il est annuel. Quand la personne, aujourd'hui, doit vendre ce bail, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne doit céder ses droits. Effectivement. Le cession des droits, ça veut dire qu'aujourd'hui, je paye 100 000 francs par année, je dois céder mes droits de 100 000 francs par année à M. Lo. On calcule les années d'occupation que j'ai payées à l'État. C'est ça. Quand vous reversez à M. Lo, maintenant, si j'ai des impôts sur ce bail-là, on appelle un expert immobilier qui joue son rôle, qui expertise le bâtiment, qui nous dit, voici ce bâtiment-là, il coûte tant. Et en ce moment, on prend la cession, le coût de la cession, qui est peut-être de 5-10 millions, un exemple, hein, plus l'expertise de l'expert immobilier, qui expertise le bien qui a été construit, c'est ce qui donne la vraie valeur réelle. Mais quand tu pars sur le notaire, on vous dit quel est le prix que vous avez fixé. C'est un bail, ok, on met dans l'intérieur. On valorise le terrain, on valorise les impôts, on vous donne, on va chez les impôts de domaine qui sont aussi complices. Abdou, je pense que tu es un peu... Oui, non, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que l'État du Sénégal peut prendre... comment est-ce que le Sénégal peut prendre une plus-value sur les baux? C'est l'État qui incite les gens à vendre des baux. L'État prend 15% de plus-value sur les baux. Pourquoi? Sur quel droit ils le font? Mais ça, c'est légal, les 15%. Non. Moi, aujourd'hui, c'est pas légal. Je te loue une maison. Oui. Toi, tu vends la maison. Ah, tu parles des baux? Oui. Oui, d'accord, ok. Sur les titres fonciers, je suis d'accord là-dessus. D'accord, oui. Sur le titre foncier, oui, c'est 15%, oui. Mais pourquoi? Donc, l'État aussi incite les gens à le faire. Donc, c'est tout ce rouage-là, ce imboblico-là que Abdoulaye Wade a créé en créant l'amphithéose sur le bail. Cette amphithéose-là, c'est là, comme on dit, c'est le trou du diable. C'est ce qui a permis à tout le monde de mettre. Voilà. Effectivement. Mais jusqu'à présent, il faut qu'on revoie les textes. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie et au respect des textes. Moi, je pense que si déjà ce volet-là est déjà respecté, vous allez voir comment le marché et même les conflits vont s'auto-résoudre d'eux-mêmes. Effectivement. Alors, merci beaucoup pour cette lecture, Abdoul. Alors, doyen Sarr, à la lumière de ce que Abdoul vient juste de dire, qui est très intéressant. Abdoul, vous avez été très dur envers mes anciens collègues. Ah oui, ça... Non, alors, complicité, peut-être le mot est très fort, oui. Parce que c'est des gens qui s'associent pour commettre un délit ou un qui. Bon, tel n'est pas le cas. Oui. Parce que c'est une opération régulièrement autorisée. Pour vendre un droit au bail, il faut obtenir une autorisation de céder. Et pour sécuriser, on vous dit, vous allez faire la transaction chez le notaire. Je crois que donc, le mot est trop dur. C'est cession du droit au bail. Ce n'est pas cession du terrain, comme dans le titre foncier. Parce que dans le titre foncier, vous êtes propriétaire pleinement du terrain. Vous pouvez céder votre terrain. Mais un bail, ça ne se vend pas. Partout, tu pars dans tous les pays, même en France, partout, on ne vend pas des baux. On vous cède un droit qui emporte ce qui est au-dessus. Ce qui est au-dessus, ce sont les impôts. Attendez. Ce sont les impôts, mais pas la valeur du terrain. C'est pourquoi, avant de céder votre droit au bail, vous demandez l'autorisation à l'administration. Que je veux vendre, je veux céder mon droit au bail. Oui, c'est la même chose aujourd'hui. L'État vérifie. Oui. Non, on prend le cas du propriétaire et du locataire. On va laisser développer Abdoul. Okay. Après, l'État vérifie. Est-ce que vous avez mis en valeur, conformément à ce qui était prévu? C'est ça. Est-ce que vous avez payé régulièrement vos redevances, etc. Si tout est OK, les conditions sont remplies. Maintenant, vous avez autorisé à construire. Vous avez mis de l'argent sur ce terrain. Ça a été valorisé, oui. Quand vous vendez le droit, on ne dit même pas vente du droit, vous le cédez à un autre. C'est le céder. Celui qui vous vend, il vous vend les peines et soins édifiés sur la parcelle, et vous avez le droit. Et vous continuez à être locataire. C'est ça. Effectivement. La plus-value est fondée. La taxe de plus-value que réclame l'État. Je prends un cas. Il y a 15-20 ans. Oui. 15-20 ans. Combien coûtait ici la parcelle? Peut-être 500 000, 1 million, peut-être. Pourquoi le prix a augmenté? Parce que l'État a mené le goudron,
l'État a amené l'électricité, l'État a amené Il y a le des téléphone, infrastructures, oui. il y a des infrastructures. C'est parce qu'il y a ces infrastructures que ce terrain maintenant coûte plus cher. Plus cher, oui. Je reviens. Alors, l'État dit... On parle de valeur vénale. Cet enrichissement sans cause Oui. que vous avez acquis, non pas par votre effort, mais parce que l'État a mis des choses, je réclame un impôt sur Cette valorisation, ou bien ce sur bénéfice, ce bénéfice, oui. disons-le comme ça, sur le bénéfice que vous avez acquis. D'accord. Moi, je trouve ça assez normal. Est-ce que le taux est élevé? Bon, ça, on peut en Oui, débattre. ça, je reviens. Oui. Je veux qu'on regarde un peu Oui. pour qu'on puisse comprendre. D'accord. Aujourd'hui, un bail est un contrat de location. Effectivement. Moi, je suis propriétaire. Dans mon bail, contrat de bail, je peux dire qu'un locataire peut céder sous mon autorisation. Et comme c'est ce qui est mentionné dans le contrat de bail entre l'État du Sénégal et le locataire du terrain. Donc, il donne toujours son accord pour céder. C'est ça. Mais il ne donne pas son accord pour vendre. C'est pour qu'une autre personne vienne occuper. Or, vous dites que c'est ce qui est en train de se passer depuis... Ce qui se passe aujourd'hui, ils vendent des baux. vendent des baux. Comme on me dit, mon doyen me dit qu'aujourd'hui, la route est passée, tout est passé, Oui. ça a pris de la valeur. Alhamdulillah, si moi j'ai fait un titre foncier que j'avais en pleine propriété, je profite. Mais aujourd'hui, l'État a le droit d'aménager des routes, de faire les VDR dans toutes les zones où ils doivent céder des terrains ou des baux. D'accord. Ça, c'est le minimum. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais l'État ne doit pas considérer que un terrain cédé en bail a une valeur vénale que le citoyen ou l'entreprise peut valoriser sur le marché. Parce que le bien ne lui appartient pas. Ce qu'il doit faire, on te donne des redevances de 100 000 francs par mois, par année. Par année, oui. Moi, j'ai fait 10 ans sur le terrain, j'ai payé 1 million. Le jour que je cède, c'est écrit dans les tests. Tu me rembourses mes 1 million. C'est même défalqué au niveau du notaire par rapport au prix. Les impôts, on les expertise. On voit, voici les impôts qui ont été faits. C'est expertisé. Voici le coût réel du bien. Ça va éviter toute cette spéculation. Ablaye Wadi, je vous donne un terrain, vous construisez dessus. Mais voici les problèmes fonciers. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui va acquérir aux impôts et domaines un bail à 100 000, qui a vu quelqu'un qui prend un bail au niveau des impôts et domaines, il va verser 100 millions dans les caisses de l'État? Non. Aujourd'hui, on montre tout de suite aujourd'hui un terrain au niveau de l'aéroport du Sénégal qui coûte actuellement 100 millions. Je vais aller verser aux impôts et domaines que la redevance. Normalement. Ça doit se passer comme ça. Oui. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, ça doit se passer comme ça. Que la On redevance. doit juste payer la redevance. La redevance, elle est évaluée à 300 000, je paye mes 300 000. Et même ceux qui signent les baux, ils vont payer que la redevance. Le reste de l'argent, ça va où? Et les peines, elles sont... Non, attendez. Pour un nouveau bail, primo-accédant. Pour les primo-accédants. Oui. Pour les primo-accédants? Oui, les D'accord. primo-accédants, ils signent que le bail et ils payent que les redevances. Maintenant, si moi j'ai un bail là, tout de suite là, si c'était à 100 000, si je dois te revendre, je te revends ça à 100 000. Mais au Sénégal, avec la pirouette de Ablaye Wade, il te fait un bail à 100 000, tout de suite je revends ça à monsieur. À combien? 100 millions. Je gagne 100 millions sur le dos de l'État. L'État prend une plus-value. Oui, l'État prend une plus-value là-dessus. Sur Oui. cette vente-là. Oui. Elle prend une plus-value sur cette vente-là. Oui. Ce qui n'est pas légal. Est-ce que c'est le cas? Je vous concède partiellement ce que vous avancez. En vérité, quand on vous donne un bail, on fait une obligation de mise en valeur dans un délai de 2 ans. Mais est-ce que Pour le bien bail, derrière- est-ce que l'État vend au primo-accédant le bail? Est-ce que l'État, Est-ce que l'État du Sénégal vend au primo-accédant le bail? les premiers acquéreurs? Les premiers acquéreurs. Non, le bail, c'est vous qui avez demandé, sollicité, obtenu un bail sur un terrain. Oui. Pour l'instant, c'est l'État qui vous a concédé un droit au bail sur une assiette qui lui appartient. Mais il vous fait obligation d'être à jour de vos redevances et de mettre en valeur dans un délai de 2 ans un bâtiment conforme Oui. aux normes fixées par l'urbanisme. C'est ça.
Si vous le faites, au bout de 4 ans, Non, 5 si- ans, attendez, Oui, je oui, continue. oui. Au bout de 4-5 ans, Mhm. mais on vous affecte à Paris, vous voulez partir. Oui, Vous n'allez pas vendre votre droit au bail? normalement, oui. Vous n'allez pas le faire? La loi peut vous l'interdire, alors que vous avez peut-être un immeuble de 50 millions, 100 millions. Et pensez-vous qu'il soit normal qu'on réclame? Non. Je dis dans le cas d'espèce, on cède un droit au On bail cède un droit, oui. et on vend les impenses. Les impenses, c'est celui qui les a réalisés, c'est lui qui est propriétaire. Très bien. Bon, mais je reviens sur quelque chose de très important que vous avez abordé, sur lequel. Alors, voyez, les cas où il y a des conflits, je prends le cas d'Englert. Oui, Si on avait invité le promoteur dans une séance publique, il explique aux villageois, voilà le projet. Je veux faire ceci, je veux faire cela. me semble-t-il, c'est ce qui s'est passé. Attendez. Oui. Attendez, je vais plus loin. Mais je vais réaliser, on va prendre d'emploi. Bon. La commune qui reçoit, elle va dire, moi, je vais participer dans le capital de votre société. Et c'est cette terre-là que je vais mettre pour avoir le nombre de mes actions. Ce serait plus pertinent. C'est pourquoi je dis, il faut que l'État aide les communes à avoir un domaine privé communal. Domaine privé communal, d'accord. Au lieu de vendre, etc., la commune serait actionnaire dans la société. Et qu'est-ce qu'elle apporte qu'est-ce qu'elle est son apport? C'est la terre là qu'il faut vendre et mettre ça dans le capital. Très bien. Comme apport. Très bien. Ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Tout à fait. Mais, comme vous dites, une multinationale qui vient, prend 6 000 hectares, transforme les agriculteurs en ouvriers agricoles, c'est pas normal. Il faut être plus ambitieux que ça. Donc, moi, je dis, par essence, moi, je suis contre un titre foncier individuel à usage industriel, commercial. Le titre foncier, à mon avis, ne devrait se limiter qu'à l'habitation. À l'habitation. Tout le reste, parce que Ça doit être des beaux. Alors, tout le reste, ça doit être des beaux. c'est des beaux. Il y a les beaux, les gens l'oublient. Dans les modes d'administration et de gestion, il y a également ce qu'on appelle concession du droit de De superficie. concession. Oui, oui. droit de superficie, droit de superficie. Oui, droit de superficie, oui. Oui. L'État, en tout cas, Oui, dans mon expérience, je l'ai rencontré une fois. Concession du Le droit droit de de superficie, oui. oui. Et pourtant, c'est prévu. Hein. C'est prévu. C'est prévu dans la loi. On en fait très rarement. Moi, j'en suis bénéficiaire, mais ça date de 1986. D'accord. Parce que moi, je savais peut-être. Concession de la superficie. Alors, moi, je dis, les grands... Parce que la superficie du Sénégal, elle n'augmente pas, elle diminue. Absolument. Effectivement. Si vous permettez aux riches d'avoir des milliers d'hectares, demain, le Sénégal sera contrôlé par des privés. Je donne des concessions pour un droit d'usage à temps. Vous voulez faire une usine, vous avez besoin de combien de mètres carrés? Tant de mètres carrés. La commune qui vous accueille, elle va entrer dans le capital. On fait l'évaluation du terrain, on le convertit en apport et la commune est actionnaire dans cette société. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Parce que si vous laissez aux gens qui sont riches la possibilité d'acquérir des milliers et des milliers d'hectares, demain nous risquons d'être des étrangers dans notre propre pays. Effectivement. Et là, au moment où la population augmente, la superficie diminue. Diminue, oui. Il y a l'avancée de la mer, il y a l'avancée du désert. Vous voyez là où on va? Effectivement. C'est quand même... Il faut anticiper et mettre fin à l'octroi de titres privés sur les grandes superficies. Je ne confère que des droits d'usage à temps. Quand vous n'êtes plus en mesure de payer, s'il y a des indemnités d'éviction, on vous les paye, vous partez, je vais amener quelqu'un d'autre qui peut occuper et mettre en valeur. Très bien. Moi, c'est mon avis. Très bien. Mais justement, tout à l'heure, doyen, vous parliez de la question de l'immatriculation. Vous disiez qu'aujourd'hui, 90% du territoire sénégalais, effectivement, est inclus dans ce qu'on appelle le domaine national. Comment faire justement pour immatriculer? Il me semble qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a, il y a quelques années, initié le programme, le PROCASEF, le programme cadastre foncier. Donc en tant qu'ancien effectivement, inspecteur des impôts et domaines à la retraite,
n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce projet-là? Pensez-vous qu'effectivement ça va solutionner le problème de l'immatriculation au Sénégal? Ou il y a peut-être encore du temps avant que ça puisse être effectif, disons, de façon sur tout le territoire, quoi. Bon, je ne maîtrise pas trop les objectifs et du PROCASEF, mais je sais que l'objectif, c'est d'apporter plus de sécurité foncière. C'est ça. D'apporter plus de sécurité foncière. Mais je ne maîtrise pas trop le travail. Très bien. Mais moi, je dis, immatriculer, c'est rien. C'est rien. Mais est-ce que c'est aussi évident? Vous dites que c'est rien, mais est-ce que c'est aussi évident que ça? Est-ce que c'est aussi simple d'immatriculer? On a vu qu'effectivement... Techniquement, juridiquement ou politiquement? Juridiquement, je pense que c'est déjà effectivement encadré. Mais est-ce que techniquement c'est possible? Matériellement, sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que voici, par exemple, on va dans une communauté rurale, on se dit que voici par exemple, une délimitation de ce terrain-là. Est-ce que les populations autochtones seraient d'accord qu'on délimite de façon unilatérale leur terre? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Bon, de toutes les manières, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, l'ANAT, oui, peut savoir si techniquement c'est facile ou pas. La première chose, c'est d'apporter une délimitation très nette entre les différentes communes. D'accord. Qu'on sache telle commune, vous partez d'ici, vous allez jusque là-bas. Et à partir de ce moment, c'est un travail de technicien. Je ne sais pas si techniquement c'est difficile ou pas, mais maintenant, avec la digitalisation, avec les drones, avec Google, je ne pense pas que ça soit un travail insurmontable. Effectivement. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer effectivement Ousseynou Niang, si jamais il nous suit. Ousseynou Niang s'occupe effectivement donc, de la partie statistique, donc de la géospatialisation des données au niveau du PROCASEF. Alors, Abdoul, toi, tu as eu effectivement à visiter beaucoup de pays où on a organisé, en tout cas où le foncier a été organisé et que ça a été quand même des exemples de réussite. De par toutes ces initiatives qui sont organisées aujourd'hui au Sénégal, qui sont en tout cas entretenues et entreprises par l'État du Sénégal, penses-tu que, par exemple, aujourd'hui, les innovations technologiques comme le PROCASEF peut solutionner définitivement la question du foncier au Sénégal? Ou bien y a-t-il peut-être d'autres outils technologiques qui nous permettraient d'aller vers une gestion plus transparente de ce secteur? Oui, par rapport au PROCASEF, donc je vois que avec la mise en comment dirais-je, avec le NICAD, la mise en œuvre du NICAD, aujourd'hui on a vu qu'aujourd'hui le foncier commence à être sécurisé. D'accord. Parce qu'avec le numéro d'identification cadastrale, je vois que la plupart des terres, quels que soient des titres fonciers, des baux, même les plus reculés, on arrive aujourd'hui à les identifier et à les indexer à un propriétaire unique. C'est ça. Voilà, ça c'est déjà bien. Voilà. Mais pour rappel, hein, le NICAD c'est 16 lettres et chiffres. Et chiffres, voilà. Donc, pour ça aussi, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, comme tu m'as dit, comme ce qui se passe maintenant dans d'autres pays. J'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, les communautés rurales, les communautés et les États, ils sont dans la digitalisation. Ils utilisent comment dirais-je, la méthode de la blockchain. La blockchain? Oui, c'est la blockchain. D'accord. Aujourd'hui, la blockchain, déjà, permet de pouvoir donner une identité unique à toute parcelle de terre, tout ça. Elle permet aussi d'avoir une traçabilité, même dans les transactions, pour voir à qui appartenait, quel propriétaire et tout ça. Voilà. Elle permet aussi de sécuriser l'identification et même le répertorier, de répertorier le bien. Voilà. Ce qui va permettre, si on utilise un système de blockchain, ça va faciliter tous ces problèmes de conflits, ces problèmes de transactions douteuses, et puis ça va encore donner beaucoup plus de valeur. D'accord. Parce qu'on pourrait être aujourd'hui en même de connaître quel est notre capital foncier. Parce qu'on ne connaît pas le capital foncier sénégalais. Et aussi au niveau des impôts et domaines, on l'a pas, doyen, le capital foncier? Bon, là, il y a ce qu'on appelle la table des propriétés de l'État. D'accord. Qui devait faire régulièrement de mise à jour. Oui. Bon, mais comme j'ai quitté depuis 10 ans, je ne sais pas si la mise à jour. D'accord. Oui. Voilà. Donc, si on connaît ce capital foncier-là, on pourra reporter quelles sont les zones agraires, les zones ceci, tout ça, pour pouvoir maintenant éviter certaines choses. Donc, moi, je pense que là où on tend, et puis, même comme on dit, c'est comme ce que Doyen nous dit, la meilleure manière d'immatriculer et le plus rapidement possible, c'est d'utiliser les nouvelles technologies comme la blockchain.
Voilà. Elles sont sécures, fiables, et aussi, elles nous permettent de pouvoir faire des gestions financières beaucoup plus importantes. Justement, en parlant de blockchain, est-ce qu'il y a des pays que tu connais où ça a réussi effectivement? Aujourd'hui, à Dubaï, actuellement, les gens ils utilisent la blockchain. Ah, c'est la blockchain à Dubaï? Oui, à Dubaï, c'est la blockchain qu'ils utilisent avec le Dubai Land. D'accord. Oui, c'est une procédure de blockchain. D'accord. Alors, voilà. Donc, et aux États-Unis, je pense qu'il y a 2 villes témoins aux États-Unis qui utilisent aussi la blockchain. D'accord. Voilà. Pourquoi justement il n'y a pas cette, si vous voulez, cette rapide pénétration de la blockchain au niveau des marchés immobiliers dans le monde? Est-ce que peut-être il y a des limites? Est-ce que ça prend trop de temps pour le développer? Ou bien c'est juste que c'est assez coûteux? D'après vous, hein, donc je sais que... D'après moi, personnellement, par rapport à ça, c'est pas assez coûteux, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, si on doit mobiliser de nombreux agents pour immatriculer les terrains et tout ça, avec la blockchain, avec tout ce qui est la cartographie, par Google Maps et tout ça, donc c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile de le faire. Moi, je dis ça dépend que d'une volonté politique. Tout à fait. C'est une volonté politique. Si on veut assainir le marché, il suffit simplement parce qu'on a des ingénieurs sénégalais qui font de la blockchain. On peut aussi demander à d'autres ingénieurs qui sont ou informaticiens d'autres pays de pouvoir venir concourir par rapport à ça. Voilà, c'est pas aussi onéreux pour un État. Hein. D'accord. Voilà, pour un État, c'est pas aussi onéreux. Voilà. Il suffit qu'il y ait une bonne volonté politique et un courage politique sur ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Abdoul, pour ces éclairages sur la blockchain qui peut être justement une des pistes de solution dans la gestion transparente et vertueuse du foncier au Sénégal. Alors, on est arrivé presque au terme de cette émission-là. On va juste traiter un dernier point qui est le plus important, c'est de voir un peu ensemble quelles sont les propositions de réformes qu'on peut mettre sur la table et nous projeter également sur le futur. Aujourd'hui, doyen, vous avez proposé plusieurs points tout à l'heure, hein, notamment vous avez donné un terme, c'était l'ingénierie foncière. L'ingénierie foncière. Oui. Mais je vais aller encore plus loin. Tout à l'heure, vous disiez que pour les communes, elles doivent disposer d'un domaine public privé communal. Public communal. Domaine privé communal. D'un domaine privé communal. Voilà. Est-ce que ça fait partie, entre autres, des propositions que vous mettez sur la table pour que nous puissions avoir une gestion plus vertueuse au Sénégal? Bon, ça c'est... Je n'ai pas la prétention de dire que c'est des solutions, mais j'apporte juste mon grain de sel dans la marmite. Alors, moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est la titrisation intégrale. C'est-à-dire tous les terrains du domaine national, on va les titrer. Une fois qu'on les aura titrés, l'État et les collectivités territoriales se répartissent les rôles. L'État, les grands espaces pour les investissements industriels, touristiques, etc. Les collectivités territoriales, l'État, surtout l'agriculture aussi, la zone agro, tout ça, avec l'État qui va gérer ça. Et les communes maintenant vont gérer des espaces pour l'artisanat, des espaces pour l'habitation dans son domaine privé. Ce qui lui permet tout de suite d'engranger des recettes sur les baux communaux. Ça, c'est mon sentiment. Et l'État maintenant va se concentrer sur les grands espaces destinés à accueillir les grands investissements. Ça, à mon avis, ça pourrait régler un problème. Deuxième chose, il faut que dans la masse d'intervenants, qu'on trouve un répondant pour l'administration. Moi, j'ai eu à faire une lettre à l'ordre des experts pour leur proposer qu'on ouvre une section fiscale, foncière et domaniale au tableau de l'ordre. Ce qui fait que tous ceux qui ont des problèmes fonciers, à l'exception des actes faits par les notaires, ce sont ces gens qui prennent les actes, qui les analysent, qui font le travail et qui déposent chez l'équipe et qui seront votre interlocuteur. Vous restez chez vous, ça crée des emplois, et ça désengorge les bureaux des domaines, et peut-être ça va amener plus de visibilité. Parce que quelquefois, vous allez, les domaines ou les cadastres vous donnent des éléments techniques, vous n'êtes pas convaincu quand vous sortez. Ce ne serait pas le cas de comment dirais-je. Alors, l'autre chose à laquelle je tiens, parce que la loi sur le domaine national avait prévu des zones pionnières.
Il y en avait 4, parmi lesquelles les zones pionnières. Les zones pionnières. À l'époque, on a eu à déplacer des paysans du Sine Saloum pour les amener au Sénégal oriental. Parce que les rendements de la culture de l'arachide étaient en baisse. Il y avait des terres, on a déplacé des paysans dans les zones pionnières. C'est dans ces zones qu'on a amené la SAED, l'aménagement du delta. Aujourd'hui, il faut ressusciter ces zones pionnières. Et moi, je vais plus loin et peut-être plus ambitieux. Dans l'armée, oui. il faut créer un génie agricole. Génie agricole, où on recrute des gens qu'on va former au métier de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles. Le premier contingent qui va sortir, on va les affecter au parc de Doli. On leur dit, dans 2 ans, on ne veut plus avoir de problème de moutons. Et l'État leur garantit tout de suite un marché. C'est vous qui allez vendre aux résidences universitaires. C'est vous qui allez vendre aux hôpitaux. C'est vous qui allez vendre, etc. Vous allez en Casamance. On va affecter là-bas des contingents qui vont faire de l'arboriculture, qui vont faire du maraîchage. Et on leur garantit également au moins la première cohorte pour 3 ans. Vous allez alimenter les prisons, les restaurants universitaires, les hôpitaux. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça tout de suite, mais pour 3 ans seulement, parce qu'il ne faut pas également qu'on laisse les autres. Mais au moins, on vous accompagne pour 3 ans. Alors, ceux qui sont à Doli vont dire, c'est vous qui allez fournir de la viande aux hôpitaux, ainsi de suite. Là-bas, du riz. Si vous allez dans la vallée, on vous donne des sites, on vous dit, vous allez cultiver du riz. Et ce riz, vous allez être les fournisseurs exclusifs de tel hôpital, pendant 2 ans ou 3 ans. Une autre cohorte vient. Ça aurait en partie réglé le problème de l'emploi. Oui. À mon avis, ça aurait accéléré la vitesse pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ça. Et ça va donner plus de valeur à la terre. Nous sommes capables de l'occuper. Et ça, je ne pense. Bon, les products et tout ça, je veux. Mais moi, je veux que les gens aient une formation militaire, qu'ils aiment ce pays. Tout à fait. Moi, je dis, il faut revenir aux zones pionnières et donner à l'armée la possibilité de former des qui. Et surtout, il y a des gens qui sortent de l'École nationale d'agriculture de Thiès. Il y a des gens qui sortent de l'école vétérinaire. Eux, ils seront des encadreurs là-bas. Les docteurs vétérinaires, on vous affecte à Dara Djolof, vous allez encadrer ces jeunes-là. Ceux qui ont fait de l'agronomie, vous allez dans la Val du Fou, en Casamance. Ceux qui ont fait de l'agri-industrie, on prépare de petites industries. Au lieu que les mangues pourrissent en Casamance, on les transforme local. Et le reste maintenant, c'est l'accompagnement de l'État pour l'achèvement et même l'exportation. Vous voyez la canette de fruits de jus de mangue. À combien vous l'achetez? 400 francs. Mais avec 500 francs, vous avez 2 grosses mangues naturelles. Alors que dans le jus, il y a de l'eau, du sucre, du sodium, ainsi de suite. Vous voyez? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers ces solutions. Oui. Très, très pertinent d'ailleurs. Bon. Très pertinent. Merci pour le compliment. C'est vraiment... Bon. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers des choses comme ça, pour on peut booster le pays. Effectivement. Ça, c'est mon sentiment. Effectivement, c'est très pertinent. Merci beaucoup, doyen Sarr, pour ces propositions de réforme. Alors, Abdoul, quelle est aujourd'hui la réforme qu'on pourrait proposer pour une gestion foncière plus vertueuse, d'après toi? Ok. Donc, moi, ce que je propose pour une version plus vertueuse du foncier au Sénégal, aujourd'hui, je préfère qu'on ait une entité indépendante pour pouvoir gérer tout le foncier au Sénégal. Mettre en place, par exemple, une agence de l'État spécialement dédiée au foncier et à l'immobilier. Nous, au niveau de la FACIS, on a toujours proposé qu'on mette l'agence de promotion de l'immobilier du Sénégal, l'APRI, qui aujourd'hui va s'occuper de toutes les questions foncières, de l'immatriculation, de tout ce qui est transactions immobilières et de projets de développement et de promotion de l'immobilier au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs de l'immobilier sont disparates.
les impôts domaines, on dit que les notaires, ils dépendent du ministère de la Justice. Oui. Voilà, nous, les agents immobiliers, on dépend du ministère du Commerce. Les architectes, ils dépendent du ministère de l'urbanisme. Tout est disparate de telle sorte qu'aujourd'hui, on n'arrive pas. Le domaine doit être détaché automatiquement. Moi, je pense bien que des impôts et domaines et être logé peut-être à belle enseigne au niveau de cette agence-là. Voilà, qui va regrouper toutes les entités voilà, qui tournent autour de l'immobilier. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point que je demande. Deuxièmement, je suis pour l'immatriculation de tous les titres. Je suis pour. Mais je ne suis pas pour la généralisation du titre foncier. Parce que si on généralise le titre foncier, aujourd'hui, on dit bravo les conflits. Il faut une gestion saine et vertueuse de notre terre. Comme c'est que le doyen Allah a dit, les communautés rurales ou les mairies doivent avoir leur domaine privé qui doit être inaliénable, sur lesquels ils pourront soit donner des baux à usage d'habitation, sur lesquels ils pourront faire de la location sociale. Ou bien même de l'agribusiness. Hein. Oui, mais ça aussi c'est de l'agribusiness, tout ça. Donc, mais il faut que tous ces baux-là, toutes ces terres-là soient immatriculées au nom de, comment dirais-je, de la mairie. Il ne peut être vendu. Elle doit être spécialement confiée pour de la location ou de la mise à disposition. Que ce soit pour le social et pour le, comment dirais-je, l'investissement. C'est ça. Voilà. Donc, deuxième point, ce qu'il faut faire, il faut au moins qu'on revienne par rapport à la gestion de la terre, intégrer un peu nos, comment dirais-je, nos antécédents ancestraux. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas arriver en Casamance et dire que le Casamançais, tu n'as pas le droit de parler de ta terre. Tu vas parler chez les Lebou pour dire que tu n'as pas le droit de parler de ta terre. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est groupe ou groupuscule ou entité qui se reconnaît par rapport à une terre doit être intégré dans les commissions de gestion et de répartition de cette terre-là. Okay. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. Dès qu'on met ça en place, on pourra régler la majeure partie. Et technologiquement, comme on avait dit tout à l'heure, il faut impérativement qu'on passe à la blockchain pour sécuriser le foncier et éviter, comme ce qui est arrivé avec les notifications, voir quelqu'un qui peut vendre 3, 4, 5 notifications. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Voilà, donc avec le système de la blockchain, c'est pas possible. Oui, c'est effectivement. Voilà, on a parlé d'un temps d'un problème de faux titres fonciers, des gens qui vont aujourd'hui, vont jusqu'à même les prénotations. Ils font même des prénotations au niveau des impôts domaines. Voilà, quand tu viens, tu n'as que le droit réel, alors qu'au fond. Donc, tout ça, si on a un système de blockchain pour la gestion du foncier sénégalais, je pense que ça pourra réduire drastiquement les choses. Voilà. Et aussi, pour terminer, il faut que l'État prenne ce dossier-là à bras le corps pour gérer tout ce qui est fluctuation vénale. Qu'on fasse appel à des cabinets d'intelligence immobilière comme vous pour restituer les vrais prix du marché. Parce que les prix qu'on voit au Sénégal sur les prix du marché, ces prix du marché-là, ce sont des prix volatiles. On a essayé de mettre en place la CONAREL, qui a été un outil qui était politiquement, c'est un outil politique, là où ils ont casé que des personnes politiques. Je suis un peu dur quand même, Abdoulaye. Non, c'est un outil politique. Nous, aujourd'hui, par quoi nous qui étions les initiateurs du débat, nous qui avons fait les propositions du débat, qui avons demandé à l'État de quitter de l'État d'observatoire à mettre une commission en place, bien, nous, on a été investis à la dernière minute. Parce que pourquoi on ne faisait pas l'affaire d'autres personnes? Parce qu'on voulait la transparence. Voilà. Donc, par rapport à ça, je me dis, on revoit cette affaire de CONAREL-là et que l'État prenne à bras le corps. Il prend l'ANSN, il prend aujourd'hui des privés comme vous qui maîtrisent les tenants et les aboutissants des fluctuations immobilières pour que les vrais prix du marché soient révélés. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas venir aujourd'hui dans une ville comme Dakar, je ne sais pas quel est le coût du mètre carré à Sacré-Cœur.
Une personne qui veut spéculer se lève, qui dit je vais faire un immeuble, je vais vendre le mètre carré à 1 million. Mais dans tout Dakar, on entend on vend le mètre carré à 1 million. 1 million et plus. Mais c'est pas raisonnable. Et ça, c'est ce qui impacte directement sur le coût du loyer. Si vous voyez que de 2014 à aujourd'hui, on est à 256% d'augmentation du loyer. À Dakar. À Dakar. 256%. 256% d'augmentation du loyer. En 10 ans. C'est grave. C'est insupportable, ça. C'est insoutenable pour les ménages. Voilà. Donc, aujourd'hui, la question, de la valeur vénale, de la valeur locative, doivent être réglées. Si on règle ces 3-4 points-là, je pense déjà que ça sera un coup d'avancée pour que les choses puissent suivre. Et de surcroît, pour terminer, comme je cite toujours depuis le début, je veux du courage et de la volonté politique pour le respect strict des textes et réglementations foncières au Sénégal. C'est ça. Bien vrai que c'est un peu désavantageux, mais pour le moment, on peut faire avec. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il faut qu'on le respecte. Si on fait d'autres réformes, on fait d'autres textes, on fait d'autres dialogues, on fait d'autres trucs, au finish, on prend encore les résolutions, on les met dans les tiroirs, Ce serait dommage, ça n'arrivera à rien. Ouais. Moi, je dis pour un début, pour le premier quinquennat, imposer les gens à respecter les textes existants. Vous allez voir déjà, ça va faire beaucoup changer. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Abdoul, pour cette lecture-là et pour ces propositions de réforme. Mesdames et messieurs, on est arrivé au terme de cette émission. Mais avant ça, je voulais juste que tu nous donnes ton mot de la fin avant qu'on se quitte. Ok, donc je vous remercie encore de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Voilà, et je remercie mon doyen qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que je sors avec un mot, ingénierie foncière, qu'on doit vraiment développer au Sénégal. Donc c'est vrai parce qu'aujourd'hui, il est très important pour que les gens comprennent que le foncier, c'est du sérieux. Voilà, le foncier, c'est du sérieux. C'est pas une affaire de courtier, voilà. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui, comme ce que vous m'avez dit, il faut avoir des experts qui s'y connaissent, qui connaissent aujourd'hui les tenants et les aboutissants de toute démarche dans l'acquisition, dans la présentation, dans l'étude même du foncier, pour pouvoir, se prêter à dire je suis un expert, je pourrais donner mon avis et mon truc sur ça. Voilà, donc je le remercie aujourd'hui pour m'avoir permis d'échanger avec lui, parce que je ne considère pas ça comme un débat, c'est un échange fructueux. Voilà, et vous aussi. Oui, et je remercie tous les Sénégalais et Sénégalaises, et aussi j'encourage le gouvernement qui est en place de bien vouloir aujourd'hui maintenir son cap sur la volonté et le courage politique. C'est ce qui nous manquait au Sénégal et on en a besoin. Nous, les Sénégalais, sommes prêts à les accompagner. Par rapport à la FACIS, nous sommes déjà disposés à les accompagner sur plusieurs projets que nous avons déjà mis en place. On a déjà même un projet de bailleur social, peut-être. On va essayer de voir lors d'une prochaine émission parler du bailleur social au Sénégal. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoul Diédhiou. Je rappelle qu'Abdoul Diédhiou est le président de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal. Vous êtes également opérateur économique dans le secteur du pétrole. Peut-être qu'on aura une autre émission sur l'impact du pétrole et du gaz, et du gaz dans le développement immobilier. Voilà, merci beaucoup Abdoul. Alors, doyen Sarr, j'avais commencé avec vous, je termine par vous. Voilà, quel est votre mot de la fin avant qu'on se quitte? Bon, je vous remercie et en même temps votre équipe pour vraiment la disponibilité. La seule chose que je regrette, c'est que l'émission n'est pas Wolof. Soit en français. Moi, je dis qu'on s'adresse aux Sénégalais. Nous, on a la chance. Au Sénégal, tout le monde parle Wolof. C'est vrai. Ça, c'est une chance. Oui, c'est une chance. Donc, je pense que... Ce n'est que partie de mise. On va faire ça. Nous reviendrons. Et vraiment, nous vous encourageons pour cette excellente initiative. Merci beaucoup. Ça également, c'est bon et ça permet de vulgariser les textes. Effectivement. Et le jour que les gens seront bien avertis, il y aura moins de problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen Sarr. Donc, je rappelle, doyen Samba Sarr est juriste, donc un inspecteur des domaines impôts et domaines à la retraite et ancien conservateur de l'UFISC. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce thème très passionnant. On espère effectivement, avec les échanges fructueux que nous avons eus, que les différentes réformes qui seront mises sur la table par la commission ad hoc vont aller dans le sens, effectivement, des différentes propositions de nos différents invités. Merci beaucoup à l'équipe technique et au niveau de la régie.
Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Et à la prochaine. Au revoir.